Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Wap hop hop, avant de vous laisser avec votre épisode, j'ai un message pour les Parisiens et un autre pour les non-Parisiens. Bon, tout le monde est concerné, quoi. Pour les Parisiens, la prochaine rencontre et enregistrement en live à Paris, c'est le samedi 23 mars après-midi. Sortez vos agendas. Si vous êtes libre, venez, c'est super sympa. Va sur le site du podcast pour prendre ta place, bit.ly/comment devenir. J'ai 30 places, premier arrivé, premier servi. Et pour mes auditeurs non parisiens, je cherche des volontaires pour organiser une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Alors c'est super simple, je te trouve au moins 2 autres auditeurs qui habitent dans la même ville, vous choisissez une date et un lieu, j'en fais la pub sur le groupe WhatsApp de votre ville et en avant. Si ça te parle, direction le site du podcast, rubrique rencontre. Non, je crois que plus personne ne dit rubrique. Sur la page rencontre, bit.ly/comment devenir. Bonne écoute! Nous allons commencer par un petit concert. Donc on a répété pas mal. On fait pas comme au premier épisode en mode genre juste point. Je veux un truc un peu qui détonne. À 3, 1, 2, 3. Superbe. T'as dit quoi ? Faut partir en tournée. Bienvenue dans la deuxième partie de ce live. Notre sujet qui nous réunit, c'est la taille de nos bites, fantasmes et complexes. Et moi, j'avais envie qu'on commence cette deuxième partie, par remercier Thomas pour son accueil. Nous sommes à Lille, chez lui, chez toi, qui est aussi ton cabinet. Tu en as parlé en partie 1. Et merci aux 7... Alors, on est en tout 1, 2, 3, 4... Non, aux 5 autres personnes qui sont venues. Moi, j'avais envie de commencer pendant la pause. Je crois que c'est toi, Christophe, qui parlait de la question du plaisir. Et je trouvais que c'était une très bonne idée. Je décide qu'on commence par ça. En fait, on a dit en première partie... le petit sondage que j'ai fait... Et nous, autour de la table, il n'y a pas de table. Mais on se dit, il y a quand même un fantasme sur la grosse bite et pour autant une déconnexion avec le plaisir qu'on peut avoir. C'est-à-dire, par exemple, si je me fais pénétrer, ma prostate qui est à... Alors je vais demander à Adrien, qui est chirurgien urologue. La prostate est à 3-4 cm, non ? Tu n'as pas de micro ? C'est atteignable par n'importe quel pénis en érection. Exactement. À combien de centimètres, en gros, de mon anus ? Ma prostate. À peu près 5 cm. Bon, donc tant qu'on a un pénis de plus de 5 cm, ça marche. A priori, oui. A priori. Mais donc c'est intéressant cette décorrélation entre, parce que mon plaisir, après il peut être aussi juste avec le doigt, mais... Le plaisir, c'est aussi quelque chose de psychologique. Exactement. Et ça, c'est ma confession, c'est que moi, en fait, je suis fan des grosses bites. Je ne vous l'ai pas dit en première partie... Parce qu'il y a moins de gens qui écoutent les deuxièmes parties, donc du coup là je vais sortir tous les dossiers. Non, pas du tout. Non, mais j'y ai pas pensé et tout, mais moi, je reconnais que ça a très peu d'impact dans ma vie sexuelle, parce qu'en fait, moi je suis avant tout connecté au regard, à l'énergie, à la rencontre, et c'est pas du bullshit. Mais quand il s'agit, tu vois, d'aller bouffer de la... Non, pas de la bite, mais tu vois, d'aller dans le dur de mon désir sexuel, tu vois, et ben en fait mon désir sexuel il est très connecté à la taille de la bite, beaucoup plus d'ailleurs qu'aux muscles ou donc c'est dans mon fantasme il est activé très rapidement, ok, c'est super présent. Après je pense que je suis capable d'exclure un partenaire s'il a un micro-pénis. Est-ce que je suis le seul ou est-ce que vous voyez, parce qu'en gros j'essaye un peu d'être franc et honnête, je crois pas que j'exclus des partenaires par rapport à leur taille de bite, mais je pense que en dessous d'une certaine taille, en fait, bon je le dis à personne, bon là je le dis sur un podcast, mais
Je suis tout seul ou vous dites oui au... Alors, levez la main ceux qui sont d'accord avec moi, ils sont moins excités par un micro-pénis et ils excluent. Je suis le seul. Christophe, au micro. Tu l'exclus sur l'application ou quand tu le vois? Non, non, sur l'application. Non, Mais personne sur une application va dire qu'il a un micro-pénis. Vous allez pas dans mon sens, là. Là, en gros, je suis en train d'être honnête. On parle de la taille de bite et je dis avec honnêteté, dans mon intime, tout seul, oui, j'ai quand même un minimum de taille et je pense que c'est idiot, hein, mais je vous demandais, est-ce que vous, c'est le cas ou pas? Et personne ne me répond. Hein. Ça dépend pour quoi en faire. J'ai envie de te dire, moi. Ok, donc toi, t'exclus pas forcément. Pas forcément, mais ça va peut-être dépendre on parle de désir, d'envie, dans ce cas-là. Si j'ai envie d'être pénétré, peut-être qu'effectivement, j'irai peut-être vers, si je suis dans un... Donc oui, si t'es pénétré. Voilà, peut-être là-dessus. Si c'est pour... Et non, si t'es pas pénétré. Pas forcément, voilà. Quelqu'un d'autre? Moi, je couche autant avec des personnes qui ont des vulves que des pénis, avec des hommes que des femmes. Et mes désirs sont très stéréotypés. Mais, donc c'est-à-dire qu'une grosse bite, comme je disais dans le premier épisode, va m'émouvoir ou va me faire quelque chose. Mais après, il y a d'autres manières aussi pour moi de susciter le désir. Et alors moi, le mot micro-pénis m'excite pas parce que c'est un terme médical, donc c'est sûr que présenté comme ça. Et je pense que ça me poserait problème si la personne n'a pas confiance en elle. Ok. Donc je pense que, moi, c'est surtout ça le problème que je verrais. Si c'est une personne qui est complexée, c'est sûr que t'as raison, ouais. Mais si c'est quelqu'un qui est très sexy, qui est très à l'aise avec son corps, il y a d'autres choses qui peuvent se passer que ça aussi. Ok. Voilà. Tout le monde est d'accord, ok. Donc pour vous, l'enjeu, c'est moins... En tout cas, ce que vous êtes prêt à dire publiquement, c'est que vous êtes à l'aise, quelle que soit la taille, il n'y a pas de minimum pour vous, dans la mesure où la personne est à l'aise avec son corps. Moi, je pense que c'est un peu mytho. Vous êtes un peu mytho. Je pense que dans votre intime, mais bon, c'est mon point de vue. Moi, ça dépend ce que je cherche. Si je veux prendre du plaisir immédiat à quelqu'un que je ne connais pas, que je rencontre sur une application, je vais aller vers quelqu'un qui a un gros sexe. Ok. Par contre, quand je suis avec quelqu'un que j'aime, avec qui j'ai des sentiments, avec qui je veux être connecté, je me fiche royalement de la taille de son sexe. Voilà, c'est autre chose, c'est chimique, c'est sensuel, c'est un échange mais j'aurai du plaisir de toute façon. Je te rejoins complètement. Et ouais, moi j'ai vraiment l'impression que le porno m'a forgé un truc très puissant que je déconstruis petit à petit. Et le dernier truc de mon expérience que je vous partage, c'est que les fois où j'ai moins kiffé, c'était souvent avec des personnes à des gros pénis. Je sais pas pourquoi, mais je trouvais que c'était... il y avait peut-être un excès de confiance ou un excès de brutalité. Et c'est pas forcément la taille et tout en mode... mais c'est... Ouais. Je trouve qu'on est dans la performance dans ces cas-là. Ouais. C'est comme du sport en fait. On se dit tiens, je vais le faire, voilà. Mais et puis il y a aussi. Attends, j'ai pas compris. Tu parles toi? Non, j'ai pas compris. Par exemple, le fait d'avoir un partenaire. Si j'ai un partenaire qui a un gros sexe, d'accord. Quelque part, je vais avoir entre guillemets la médaille. Voilà, j'ai eu ce sexe-là. Voilà. Mais je peux ne pas avoir de plaisir. C'est-à-dire que voilà, il s'est passé cet acte-là. Bon, voilà, je l'ai fait. Mais pour moi, c'est en lien aussi avec deux types de plaisir, le plaisir anal et le plaisir prostatique dont parlait Adrien tout à l'heure. Tu veux en dire deux mots? Oui, c'est parce que je trouve que c'est important pour moi. Le plaisir anal, quelque part, je l'ai quand j'ai ce type de plan avec des garçons bien membrés. Mais c'est pas celui que je recherche le plus. En fait, ce qui me plaît le plus, c'est le plaisir prostatique. Et ça, je peux l'avoir avec mon partenaire ou mon doigt ou un partenaire qui est moins bien membré. Et c'est en ça que c'est rassurant quelque part. On n'est pas obligé d'avoir le gros sexe en permanence. Je te rejoins à 200%. Quelqu'un veut rebondir?
Thomas? Ouais, je prends la parole pour aussi comparer avec les nanas. Hein. Les nanas, comment ça se passe dans les couples hétéros? Est-ce que... Non, là, on est dans l'épisode 2, donc tu peux redire... Non, parce que je disais dans l'épisode 1 que j'ai eu des rapports sexuels avec les femmes, ce qui m'a permis aussi de comparer avec les hommes par la suite. Et les nanas, vous pouvez leur donner du plaisir avec vos doigts juste au niveau du clitoris. Et nous, en fait, c'est pareil, en fait, au niveau du plaisir prostatique. Et c'est juste pour le rappeler qu'on est tous égaux aussi vis-à-vis de ça, sur ce rapport au sexe, à la taille, qu'on peut avoir autant de plaisir avec une petite bite ou une grande, qu'on soit peut-être attiré par les hommes ou par les femmes. Là-dessus, pour moi, on est vraiment égaux là-dessus. Ouais, complètement. Et j'ai pas terminé par le truc que je trouve le plus important, c'est que pour moi, je suis perdant à alimenter mon fantasme de la grosse bite. Et enfin, c'est pour moi quelque chose que je veux dépasser, parce que j'observe bien que mon plaisir sexuel, il passe, mais pas du tout par la taille. Une grosse bite va alimenter mon fantasme, donc je vais mouiller plus. Mais c'était une image, mais c'est vrai je mouille pas mal. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais tu vois, mais au final, en fait, si je regarde tous mes rencontres et mes rapports, en fait, je devrais le mettre vers le bas, ce critère. Et qu'il y en a d'autres sur lesquels je devrais mettre beaucoup plus d'attention. Mais j'ai un peu l'impression, et puis je vais sur la quarantaine, quoi. Donc en fait, j'ai l'impression que mon cerveau est un peu fucké, quoi. J'arrive pas à me départir de ce kiff de la grosse bite. Oui, mais une fois que tu l'as fait, au moins tu peux t'en départir, en fait. Tu me conseilles, va bouffer de la grosse bite. Non. Et après, tu passeras à autre chose. Tu l'as fait, donc tu vois, tu dis que tu l'as fait, et donc du coup, maintenant, tu as réalisé que c'était pas ça important. Et c'est ce qui m'est arrivé également. Je suis libéré, délivré. On est délivré maintenant. Okay. On peut vivre. Thomas. Je reprends la parole aussi. Excuse-moi, pardon. Non, c'est pas grave. Sur ce qu'il disait Christophe sur la relation au cœur, parce que pour moi, c'est des choses qui me parlent. C'est effectivement qu'est-ce que je recherche sur les applis. Est-ce que je veux trouver un partenaire? Est-ce que je veux trouver une grosse bite, donc c'est-à-dire des qualités propres, physiques? Et c'est ok si on a envie en fait d'avoir un kiff. Ça peut être aussi un king, pourquoi pas. Mais moi, dans ma démarche, personnellement, je suis au-delà de tout ça. Enfin, c'est pas ça qui m'attire. C'est pas si tu m'envoies une dick pic, donc une photo de bite, en pleine face. Franchement, ça me donne pas d'excitation. Je vais m'intéresser vraiment à la personne. C'est la personne qui m'anime. Et juste pour vous dire que, voilà, à mon sens, c'est important de revenir à cette notion de personne. C'est pas réduit juste à un pénis. On est autre chose, on s'exprime, on partage, on vibre. Et ça, c'est super important dans cette approche quand on veut se démarquer et se détacher de « Ouais, je suis attiré par les grosses bites, mais j'ai toujours connu ça, ça a toujours été mon fantasme. Comment je peux m'en détacher ?» Et en remettant l'humain peut-être au cœur, ça nous permettra de nous connecter. Et ce que disait Christophe, je vois qu'il fait aussi un petit bruit qui valide complètement. Mais c'est important vraiment de se dire ouais, là, je suis connecté à l'autre. Et en fait, on s'en fout de la taille. Parce que déjà, quand il y a cette connexion, je sais déjà que je vais passer un moment super. Voilà. Oh, ça va aller de bâton de pluie. Je suis d'accord. Ça me donne envie de lire ce qu'un auditeur m'a envoyé. Lui, il a une grosse bite. Et en fait, il raconte ce que ça fait pour lui d'être fétichisé. C'est-à-dire le moment où le kink ou des gens comme moi qui kiffent les grosses bites se mettent à... Bon, je vais lire. Salut, pour le sujet taille de queue, gênance extrême de se sentir réduit à une belle queue avec le sous-texte « Si ta queue avait été plus petite, je ne t'aurais même pas répondu sur Grindr ». Personnellement, je bloque désormais systématiquement ceux qui me demandent la taille en centimètres. J'ai fini par remarquer que le sexe avec des mecs comme ça était pauvre, peu satisfaisant et paradoxalement nocif pour l'ego. Il m'est arrivé qu'un gars ne me regarde pas du tout pendant qu'on baise parce qu'il venait juste pour ma queue. C'est une expérience amusante aussi de se rendre compte que pendant qu'on baise, les mots gentils sont adressés à ma bite et pas à moi. Je me donne de ouf pour le gars, je lui fais tout ce qu'il veut et là j'entends « elle est tellement belle, elle est bonne, elle me fait du bien, elle, etc. » Ce qui est dingue, c'est que je ne suis même pas moche et que ma queue n'est même pas géante. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe une vraie fétichisation de la bite qui nous fait faire et dire des choses très blessantes pour le petit cœur qui pourtant fait gonfler nos glands.
La tentation, c'est joli, c'est poétique. La tentation est grande de considérer Grindr comme un magasin de godes humains quand on a la flemme de se faire plaisir tout seul. Mais ça, pour moi, c'est fini. J'accepte de jouer à n'être qu'une bite exclusivement si ça entre dans un jeu de domination avec des amants dont je sais qu'ils me veulent moi et qu'ils me désirent tout entier. Voilà. Et je lui ai dit, alors c'est quoi la taille de ta bite et comment la mesures-tu ? Il me dit 18 cm selon des mesures prises par un amant il y a 20 ans. Il a mesuré avec la règle en bois qui était posée sur le bureau de son père sur lequel je le baisais. J'adore. Mais moi, ça m'a tout... Enfin, je trouve que c'est vachement important. Bon, moi, j'ai jamais fait ce genre de truc. Je suis bien trop sapiosexuel pour. Mais je pense que c'est une réalité. Et je pense que c'est pour ça qu'on voit autant de gens sur Grindr mettre XXL. Et en fait, la taille de la bite, c'est vraiment le truc qui est le plus mis en... Enfin, je trouve, qui est souvent mise en avant sur les hommes. Est-ce que je peux prendre la parole ? Bien sûr. J'embraye sur ce que tu dis sur Grindr. Et ce que je vous disais en off, pour moi, Grindr, c'est un petit peu off ? En off, quand on discutait pendant la pause, pardon. Non, pardon. Je disais tout à l'heure, pour moi, Grindr, c'est l'école de sport, enfin, c'est le gymnase de sport 2.0. C'est-à-dire qu'on a tous vécu cet état où on comparait nos bits entre nous au sport. Et il y a cet même effet de comparaison qui revient là d'un point de vue virtuel, où encore une fois, c'est ça qui prédomine. Est-ce que je suis un homme parce que j'ai une grosse bite, parce que je suis viril, parce qu'au repos, effectivement, je donne cette image que je suis un homme viril. Et il y a tous ces jeux de comparaison qui se recréent à ce moment-là. Alors, soit on adhère totalement, et pour ma part, c'est pas le cas. Enfin, j'ai pas envie d'alimenter ce genre de débat, parce qu'encore une fois, on est autre chose qu'une simple verge. Et voilà, je trouve ça finalement assez dangereux. Je trouve ça assez dangereux parce que des personnes qui ont des problèmes de confiance en soi, ça vient pas forcément les rassurer, au contraire. Et pour ma part, vraiment, je fais le choix de quitter ces applications de rencontres pour que justement ce soit plus juste des critères physiques, mais plutôt des critères relationnels, passionnels qui se mettent en avant que simplement juste j'ai une bite. Voilà. Parce que pour toi, c'était toxique d'être sur les apps. C'était suffisamment toxique d'être sur les apps de rencontre pour que tu en partes tout à fait. Ouais, et je rejoins ce qui était noté du coup dans le témoignage que tu viens de lire, où effectivement, il y a vraiment cet effet de, on n'est qu'un objet, on est identifié par mon sexe et plus par la personne. Et encore une fois, moi, pour ma part, j'ai pas envie de ça. Je pense que la relation, elle peut être encore plus entière et plus globale, plus belle, en prenant la globalité de la personne. Et j'ai pas envie d'être réduit à mon sexe. Mon sexe peut donner du plaisir parce que j'aime la personne. C'est marrant parce que je viens de me rappeler qu'il y a quelques jours, il y a un mec qui me chauffe, qui me dit « Ah, sur Grindr, t'es trop mignon et tout, t'es dispo, nanana. » Et le mec, mais on avait un échange, c'était sympa. Et à un moment donné, il m'envoie « BM, point d'interrogation. » Et alors moi, maintenant, ma réponse, c'est « bof ». Et je vois ce qui se passe. Et bon, à chaque fois, ils arrêtent de répondre. Tu vois, j'étais un peu en mode... ouais. J'ai pas compris, t'as dit quoi ? J'ai dit bof. Non, mais avant. Il m'a dit BM, point d'interrogation, donc bien monté. Ah, bien monté, oui, il faut que tu traduises parce que pardon, j'ai plus les codes du coup. Non, pardon. Ouais, BM étant, t'as raison, l'abréviation de bien monté. Et bof, que moi j'entends même un peu comme une blague. C'est un peu bizarre de répondre bof, et en fait, à chaque fois, dans ma petite expérience, quand je le fais, et en effet, je dis bof parce que je suis là, flemme intergalactique de cette question que t'as même pas formulée, quoi. Genre, tu veux pas prendre... Bon, ça m'agace de ouf. Quelqu'un veut rebondir ? Un rebond sur ce sujet ou sur le sujet de ton choix, Florian ? Non, c'est... Ouais, ce que je me disais, c'est que, je pense, ce qu'on disait là sur la fétichisation, je pense que ce sera encore plus marqué si... s'il y avait aussi la question du racisme qui était posée, parce que je pense que les hommes arabes et les hommes noirs, c'est encore plus fort pour eux, quoi. Voilà, c'est juste ça. Bien sûr, je vous conseille vivement l'épisode de Sam XXL arabe dominant. Christophe fait pouce vers le haut. Tu l'as écouté, tu as aimé. Ouais, c'était vraiment un beau témoignage. Ouais, je suis d'accord sur ce sujet important. Je vais vous lire un autre retour d'un auditeur qui m'a envoyé du coup un message sur WhatsApp. Parce que c'est vrai qu'on est dans l'épisode 2, j'ai pas dit, il faut aller écouter l'épisode 1. Mais bon, on s'en fout.
Non, mais en gros, c'est sur le site internet qu'on a accès au WhatsApp, où là, on peut m'envoyer des messages, parce que de plus en plus, sur la communauté WhatsApp, je pose des questions, soit des sondages, soit des invitations à faire des réactions. Et là, cet auditeur me dit, oui, je suis complexé car emoji aubergine, bite, je traduis, ma bite est petite au repos, complexée par rapport aux autres, surtout quand tu te retrouves à la piscine en maillot de bain. Et c'est une chose qui marque quand tu es gamin. Le naturisme m'a aidé, ça c'est intéressant, et j'ai appris depuis peu qu'il existait des emojis aubergines de sang ou de chair. T'as levé la main, Cédric, ou j'ai mal vu? Moi, j'ai rebondi par rapport à la question du naturisme, en fait. Ouais. Qui a été, pour moi, quelque chose d'absolument extraordinaire. Je pense, enfin, là, je vais le dire vraiment comme ça, je pense que toute personne devrait essayer de se rendre sur des plages, notamment naturistes. C'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique à bien des égards, parce que justement, on t'a... c'est pas on t'impose parce qu'il y a rien qui est fait justement, mais c'est qu'on te montre à quel point aussi on peut s'en foutre de beaucoup de choses, justement, et notamment sur la question du sexe au repos ou pas au repos. Moi je trouve que ça a été extrêmement tranquillisant pour moi, parce que je me posais plein de questions justement sur qu'est-ce que je peux renvoyer en termes d'image dans un maillot de bain, mon entrejambe dans un maillot de bain ou pas, etc. Et la question ne s'est même plus posée justement sur un espace naturiste, comme on se voit pas. Voilà, moi j'ai du surpoids. La question par rapport à mon corps, ça a été quelque chose de très intéressant aussi sur les espaces naturistes. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai réagi très vivement, parce que c'est quelque chose qui est absolument fabuleux, et de se rendre compte qu'aussi sans un regard jugeant, sans un regard évaluateur, t'as des gens qui sont là, des hommes, des femmes, des personnes qui sont dans un endroit par choix, donc sans aucun rempart vestimentaire, et qui donc sont pas là dans de l'exhibition, qui sont là pour ce qu'elles sont. Et tu vois la diversité des corps, la diversité des anatomies, et ça a un côté vraiment quelque part aussi de se dire c'est pas voyeur du tout, mais c'est juste se dire on est tous les uns les autres avec ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. J'imagine que même pour les femmes peuvent faire du topless peut-être dans les plages textiles un peu plus facilement, mais même sur la question du rapport à... Explique-moi ce que ça a fait sur ton cerveau, parce que moi, quand j'ai fait ma première plage naturiste cet été, je suis en train de vendre tous mes épisodes, donc faut écouter l'épisode sur CJS, mais moi c'était la première fois que je me mettais à poil dans un lieu public. J'ai eu du mal, quoi, et en tout cas c'était pas immédiat, donc je crois que j'ai ressenti une conquête sur moi-même que j'ai trouvé super chouette. Je me suis dit mais c'est cool, genre j'ai pu faire face à toutes les pensées limitantes qui venaient, où du coup je me comparais immédiatement à tous mes voisins de plage, en me disant putain quelle horreur, je vais rentrer chez moi. Donc je pouvais entendre mon cerveau me resservir la soupe, et donc mieux la gérer. Mais quand même, je trouve que j'ai eu du mal. Toi, Cédric et Thomas, ça fait quoi de voir d'autres gens, des plus beaux notamment? En quoi, toi, ça te libère par rapport à la taille de ton pénis au repos, si on essaie de rester dans le sujet? Moi, ça m'a un petit peu affranchi justement de la question de me positionner dans une échelle. On parlait d'échelle dans la première partie, qu'on n'avait pas de référentiel d'échelle. Ça m'a affranchi parce qu'effectivement, alors non seulement déjà t'es à la plage, t'es à poil, tu sors de l'eau, t'as l'effet eau froide aussi, qui est pas forcément très valorisant, qu'on se le dise, etc. Et puis après voilà, t'es tranquille. Et sur une plage, alors moi, les premières plages naturistes, je les ai faites dans le sud de la France, d'où je suis originaire, où j'allais assez régulièrement. Ensuite, j'ai commencé, comme ça, lors de la fin de mes études. J'étais jeune travailleur. Je vais pas utiliser l'autre terme qui n'aurait pas été connoté ici. Du coup, je me suis appris à m'en foutre, en fait, tout simplement. Okay. Est-ce que je donne l'impression d'avoir un gros paquet, un petit paquet, un moyen. J'en ai strictement plus rien à foutre. Okay. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui aujourd'hui, dans ma vie textile, on va dire, quand je vais dans la piscine, quand je vais dans des lieux où le port du maillot de bain est obligatoire, réglementé, on va dire, aussi m'a franchi complètement, et puis même de juger l'autre, tout simplement, et je trouve que c'est assez libérateur. Et je passe la parole à Thomas.
Et entre ton propos et celui de Thomas, je vais lire un auditeur qui dit « Je suis très complexé par la taille de mon sexe », et il y a un lien avec ce que tu viens de dire, pardon Cédric, même si on me dit le contraire, au point de ne pas oser me mettre nu en plein jour ou sur une plage nudiste. C'est vrai que j'en vois qui pratiquent le nudisme et semblent indifférents à la taille vraiment petite de leur sexe, mais c'est plus fort que moi. Il m'est déjà arrivé de me mettre nu, mais alors à la tombée de la nuit, il faut que je sois en confiance avec la personne présente. Bref, tout ça pour te faire comprendre à quel point ça peut être inhibant de ne pas avoir confiance à cause de la supposée insuffisante taille de sa bite psychologie quand tu nous tiens. Cédric. Je peux donner un micro-conseil à cette personne si elle écoute. Est-ce qu'elle se rendra compte si elle va entre guillemets en période diurne, du coup ce que j'entends, la question de tomber du jour, etc. Si tu vas un jour à la plage naturiste, en journée, en plein été, etc., tu remarqueras quelque chose si tu y vas et que tu prends le temps d'enlever ton maillot de bain ou pas, tu verras que les gens n'en ont rien à foutre. Et ça, c'est quelque chose que tu n'as nulle part ailleurs que dans les lieux naturistes. Donc je t'encourage vivement à y aller. Tu mets ton maillot de bain au début si tu veux, tu prends le temps que ça prendra pour l'enlever, mais tu verras, ce sera libérateur et les gens n'en ont rien à foutre de ta queue, de la taille, etc. Et ça sera libérateur pour toi. Affranchis-toi de ça, vraiment. Thomas ? J'ai trop envie de vous raconter un truc, les gars. Une expérience, justement, j'embraye dans ce que vous dites. Hein. La première fois que j'ai fait du naturisme, c'était à Paris. Il y a une piscine qui permet d'avoir des expériences naturistes. C'est la piscine Roger Le Gall, où 3 fois par semaine, vous pouvez faire du naturisme, nager tout nu dans l'eau. Ce qui est du coup génial. Et j'embraye sur ce que disait Cédric. En fait, là-bas, les gens, ils se dénudent, où il n'y a pas le regard. Il n'y a vraiment pas le regard de l'autre. Et moi, je me suis senti con de rester habillé. Donc en fait, tu suis le groupe. Tu dis, tout le monde est tout nu. Bon, je me mets tout nu, en fait. Et puis voilà, on voit ce qui se passe. Et ce que j'avais aussi envie de dire, c'est... là, on est à Lille. On est proche de la Belgique. C'est très culturel en Belgique. Il y a beaucoup de saunas naturistes. Et moi, j'adore y aller, franchement, parce que déjà, il y a tous les corps. On parlait de sexe au repos. Ça permet aussi de voir dans un contexte complètement neutre. Parce que les gens naturistes ne se posent pas la question finalement si le sexe il est grand ou il est petit. Et ça permet, si vraiment tu veux te comparer, si tu as envie de voir quelle est la vraie norme, tu peux zioter sans non plus être intrusif, mais tu peux te rassurer aussi. Et il y a une communauté très bienveillante. Vraiment, tu te sens à ta place et tu es là juste pour profiter pour un bon moment. Pas Cédric pour, hoche de la tête. Pas pour justement comparer. Je repasse. Adrien ? Oui, en fait, ça c'est effectivement quelque chose de culturel, de corréler la nudité et la sexualité en fait. Et c'est vraiment quelque chose de culturel dans les pays effectivement plus nordiques. Mais effectivement, la Belgique en fait partie à ce niveau-là. La nudité n'est pas synonyme de sexualité. Donc effectivement, se balader à poil, c'est pas quelque chose qui est vécu comme quelque chose de potentiellement sexuel. Et parce que toi, tu l'as vécu ? J'ai fait une fois un sauna en Allemagne. Et effectivement, donc il y avait une partie qui était textile. Et la majeure partie, par contre, était naturiste. Ok. Et effectivement, c'est des choses qui me paraissaient complètement, on va dire, incroyables, enfin, en tout cas peu fréquentes de ce que avec mon éducation française, entre guillemets. Parce que tu as grandi dans quel coin ? En banlieue parisienne. Et en gros, il y avait là-bas des personnes de tous les âges, des hommes, des femmes, évidemment. Mais par exemple, ce que je trouvais le plus intriguant, c'est qu'il y avait des groupes d'ados. Typiquement qui avait 15-16 ans et qui était à poil. Et tu te dis, mais nous, ça aurait été complètement bizarre à cet âge-là d'avoir des groupes mixtes, d'aller avec ses copains à cet âge-là, dans des trucs où tu serais nu. Alors que eux, c'est effectivement, ils y allaient pour le fait d'être bien, d'être relaxé, etc. Il n'y avait aucune once de sexualité là-dedans, dans cette nudité, quoi. C'est intéressant. C'est vraiment ce que tu as dit, Adrien, c'est de décorréler aussi justement la nudité à tout caractère sexuel. Ça apporte énormément dans aussi entre guillemets, pas une acceptation, c'est pas le terme, mais vraiment un bien-être par rapport aussi à l'image du corps dans toutes ces parties, voilà, et notamment justement sur la question de la taille du sexe, etc. Ce que tu disais d'aller au sauna, par exemple, dans d'autres pays, enfin tous les deux, vous avez cité la Belgique, l'Allemagne. Moi, j'ai pu aller dans un sauna en Russie aussi, où c'est pareil, où t'as, bon, alors là, parlons d'homophobie, allons-y. Bon, moi, j'y suis allé
on est allé dans un sauna, donc je précise vraiment un sauna pour transpirer, non pas un sauna connoté gay. Là-bas, on n'aurait pas fini vivant, je pense. Mais voilà, de voir aussi ce rapport à la nudité. Et c'est vrai que le truc, quand tu parles après de ces expériences avec des personnes qui ne sont pas dans ces questions, on va dire, de rapport au corps dénudé, c'est aussi des personnes qui souvent sont dans l'insécurité par rapport justement à au complexe et à la taille de leur, sexe. En fait, c'est ce que j'allais vous dire. Je crois que j'ajoute un bémol. Mon expérience personnelle, je trouve que c'est compliqué pour moi le nudisme. Je trouve ça très cool. Vous le vendez très bien. Moi, je veux vous partager mon expérience où, pour le moment, je suis encore à la conquête de cette nudité. Vous parlez de bienveillance, de machin. Enfin bon, moi, je vois quand même les gens qui sont 10 fois mieux gaulés que moi. Il y a cet effet de comparaison. Il y a voilà. Enfin, je pense que c'est un apprentissage et un chemin. Et je suis peut-être au début, mais je trouve que quand même, il y a des gens super bien gaulés et en effet des personnes plus âgées et tout. Mais je sais pas, j'ai pas ressenti ce bain de bienveillance et on s'en fout. Après, moi, j'étais sur une plage gay nudiste, donc peut-être que les gens y mataient et c'était différent. C'est vrai ça que j'ai pas fait de nudisme non gay. Christophe. Et après, ouais, vas-y, pardon. Je trouve que depuis tout à l'heure, on parle de la taille du sexe, mais on parle surtout du regard des autres. Mais pour moi, de ce que j'entends et de ce que je peux vivre aussi, par exemple pour les expériences de nudisme, de naturisme, que j'ai aussi découvert cet été, c'est son propre regard. Oui. Et on est le plus mauvais juge. Oui. On se fait du mal. Oui. Et tout à l'heure, Cédric disait, les gens n'en ont rien à faire de nous. Et ça, il faut qu'on l'intègre. On l'intègre pas au départ. On se dit, on nous juge, on me juge. Voilà. Toi aussi, t'es un newbie du... Oui, j'ai découvert ça cet été. Cet été, et je l'ai fait avec des amis. Non, pas avec moi. Non. On était peut-être sur la même plage. T'étais à CJS ? Non. Oui, j'y suis allé, mais pas pour faire du naturisme. Non, on s'est jamais croisés, mais pardon, je t'ai interrompu. Toi, tu étais avec des amis cet Avec été. des amis dont 2 n'étaient pas naturistes. Ok. Et j'étais tellement dans une phase où je voulais être bien avec moi-même que je me suis dit, allez, je saute le pas. Voilà. C'était quoi ton déclic ? Pourquoi tu t'es dit, allez, j'essaye ? Parce que je venais de me séparer il y a quelques mois et je voulais avancer dans ma vie. Et pour moi, c'était une étape de me dire, j'ai jamais fait de naturisme. Je vais essayer, je vais le faire. Et puis, je m'accepte comme je suis et je vais poursuivre mon chemin comme ça. Est-ce que tu es à l'aise de me dire, et si c'est pas le cas, il n'y a aucun problème, avant cette expérience, tu te sentais comment par rapport à la taille de ton sexe, pas en érection ? J'ai un sexe normal, standard. Qu'est-ce que la norme ? Oui. Non, dis pas le nombre de centimètres, mais en tout cas, ma question c'était, toi, dans ton ressenti, tu te sentais à l'aise d'être nu, pas en érection devant des gens ? Oui, je suis pas trop pudique comme garçon, okay. Donc je peux me mettre nu. T'as pas de complexe quant à la taille de ton pénis, pas en érection ? Exactement. Okay. Chez moi, mais c'est vrai que de le faire sur une plage avec plein de monde, ouais. Pour moi, c'était un cap que je voulais passer. Ouais. Voilà. Et pour mon acceptation. Ça t'a aidé ? Oui, beaucoup. Et c'est vrai que ça libère. Comme disait Cédric, ça libère du regard des autres. On s'en fiche. Super, je vais rebondir sur ça parce qu'il y a un auditeur qui prend plutôt un chemin différent parce qu'il réfléchit à faire une chirurgie pour faire grossir son sexe. Je vous lis son message. Chirurgie, personnellement, j'y songe sérieusement car je n'arrive pas à dépasser mon complexe. Les informations que l'on trouve en ligne semblent toujours partiales. En fait, c'est mon pénis au repos qui me complexe. Je sais que je suis dans la moyenne, 10 cm de long et 9 cm de circonférence. Alors ça, je ne sais pas s'il parle de son sexe au repos. Adrien, oui, Adrien qui est chirurgien urologue, andrologue. Andrologue même. Comme les compotes. Andros. Voilà, on est à la fin de... C'est 9 cm la taille au repos. Bon, mais moi, vous avez déjà mesuré votre pénis ? Mais moi, mon pénis, mais il est minuscule. Tiens, je vais sortir de ce podcast à la con avec un complexe. Je rigole.
Mais c'est énorme 9 cm, mais il faut que je parte de la base. Hein. Oui, puis il faut le déplier quand il est au repos en plus. Et je tire dessus. Ça veut dire quoi, déplier mon sexe? Mais... Il est plié vers le bas par définition. Ok. Il est pas en érection. Ok. Il faut le remettre droit. Ok. Une question pour Adrien. Et est-ce que du coup on mesure le prépuce? Ça compte? Alors, bonne question. Parce que y a des gens qui sont circoncis, donc qui n'ont pas de prépuce. Je pense que non, le prépuce n'est pas inclus dans la taille de ta verge. Ok. Ah, super. Christophe, on t'a pas entendu. T'as dit quoi, Christophe? Je dis ça enlève au moins 1 centimètre. D'accord. Bon, je reviens dans le témoignage de cet auditeur. Donc, je suis dans la moyenne, dit-il, mais je le trouve trop maigre et je crois que je fais de la petite bitophobie, entre guillemets, intériorisée, pour reprendre l'esprit de l'homophobie intériorisée. Petite bite, c'est une insulte largement répandue qu'on entend depuis toujours et j'ai toujours eu peur en me montrant nu d'être démasqué. Je trouve ça intelligent ce qu'il dit. Déjà qu'il est pédé et pas spécialement viril, en plus, il a une petite bite. Un sous-homme, quoi. Je pense que cette bite trop maigre m'a beaucoup empêché d'avancer avec assurance dans la vie et aujourd'hui, j'ai envie que ça change. C'est pourquoi j'ai pris rendez-vous avec un chirurgien pour une intervention qui vise à élargir la circonférence du pénis par injection de graisse. Malheureusement, je ne trouve pas d'informations sur la pérennité d'une telle intervention à long terme. Est-ce qu'il existe des études scientifiques sur ces pénis modifiés par la chirurgie des années après intervention? C'est une question que je vais te poser, Adrien. Et j'ai échangé avec lui pour essayer de mieux comprendre son sujet. Il m'a dit qu'en érection, son pénis mesurait 16 cm de long et qu'il n'a... Non, il n'avait pas prévu de le mesurer ce matin. Parce que je lui disais, est-ce que tu veux donner la taille de ton pénis? Je sais qu'avec la chirurgie, je n'aurai pas non plus une grosse bite. Je voudrais juste qu'elle ait l'air normale et que ce soit plus un sujet de honte. Mais j'ai pas dû bien copier-coller, mais ce qu'il me disait, c'est qu'en érection, ça lui va 16 cm. C'est ça que je voulais dire. Il a une verge qui est strictement normale, mais simplement il est complexé par le fait de sa verge au repos. C'est ce qu'on appelle le syndrome du vestiaire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un terme, ça? C'est un terme médical qui est utilisé, qui s'appelle le syndrome du vestiaire. C'est les gens qui sont complexés par la taille de leur verge au repos. Et donc effectivement, ça peut se corriger. Alors lui, il dit deux choses. Il dit, lui, c'est la circonférence qui l'intéresse plus. Effectivement, dans ce cas-là, on peut... Il a 9 cm de circonférence aujourd'hui. Tout le monde fait... diamètre. Bon. Donc ce qui l'intervention... Dans vos études, c'est quoi le normal? De la circonférence, je sais pas, je t'avoue. D'accord. Il faudrait que je regarde ça, mais je ne sais pas. Donc, pardon, je t'ai interrompu. En tout cas, donc, là, ce qu'il veut faire, lui, c'est une intervention où on va te prélever de la graisse à toi et la réinjecter sous le fourreau de la verge, donc sous la peau de la verge, pour qu'elle soit plus large. Donc, effectivement, ça donne une verge qui est plus large au repos et en érection, dans les deux cas. Le problème, effectivement, c'est la pérennité. On ne sait pas exactement, j'ai pas de réponse à sa question. Il faut que ce soit bien fait, parce qu'il y a des gens chez qui la graisse, elle peut bouger un petit peu, ça peut faire un peu des paquets des fois et pas être très esthétique à long terme, à très long terme. Et il y a une toute petite perte, entre guillemets, de rigidité de la verge, parce qu'il y a un petit peu plus de gras. De rigidité? Ouais, d'érection, quoi. Non, pas d'érection. Ton érection est pareil, mais simplement le toucher de ta verge est un petit peu plus mou, parce que il y a de la graisse entre la peau et les corps caverneux qui sont durs, quoi. Ok, ça c'est une pratique que tu fais? Non, pas du tout, parce que c'est fait par les chirurgiens esthétiques, donc moi je ne fais pas ça. Ok. Après, ce qu'on peut faire pour justement traiter le complexe, donc le syndrome du vestiaire, en lien avec la longueur de verge au repos, c'est d'aller couper le ligament qui suspend la verge, qui l'attache au pubis en fait, tout simplement, pour que la verge tombe un peu plus vers le bas quand on n'est pas en érection. Donc ça, c'est une intervention qui se fait pareil, relativement fréquemment. Mais alors, il faut bien comprendre que ça n'allonge pas la verge en érection. Ça allonge la verge au repos. Ça la fait tomber un peu plus, tout simplement. Et deuxièmement, quand on est en érection, comme la verge n'est plus suspendue au pubis, l'érection, elle est plus vers le haut, elle se fait un peu plus horizontale, voire vers le bas. Ok. Ce qui là répond pas à la question de l'auditeur, parce que lui, je crois que son complexe, il est sur la largeur. Sur la largeur, ouais. Ok. Ouais, non, mais c'est intéressant. Toi, tu as déjà vu une telle opération esthétique réalisée? Oui. Est-ce que tu trouvais ça, si tu enlèves ta casquette de médecin et que tu mets ta casquette de personne, est-ce que tu trouvais ça convaincant dans le sens... est-ce que ça remplissait son rôle? C'est-à-dire tu l'as trouvée plus grosse et elle était appétissante?
Mais tu vois ce que je veux dire? Moi, je m'imagine un truc un peu boursouflé. Enfin, j'arrive pas à m'imaginer, tu vois. Ouais, c'est effectivement, des fois, c'est un peu forcé, le trait est un peu forcé. Là, encore une fois, c'est à l'appréciation de chaque chirurgien qui va injecter une quantité de graisse qu'il détermine. Ok. Mais globalement, au début, c'est très réussi en général, mais la question qu'il pose est tout à fait légitime de savoir comment est-ce que ça va vieillir. Et effectivement, j'ai déjà vu, alors effectivement, des gens chez qui c'était pas forcément réussi, au niveau esthétique, à très long terme. Ok. Et pour finir, dans son cheminement médical et de réflexion, tu lui conseilles quoi à cet auditeur? Comment il peut essayer de s'informer? Aller voir déjà quelqu'un qui a l'habitude de faire ça, donc un chirurgien esthétique ou un chirurgien urologue, andrologue qui a l'habitude de faire ça. Et après, il faut quand même, comme toutes les... C'est parce que c'est de la chirurgie esthétique, clairement. Quand on commence à mettre le doigt dans l'engrenage, il faut bien faire attention, il ne faut pas se lancer comme ça sur un coup de tête, il faut que ce soit mûrement réfléchi comme on va dire comme décision, parce qu'il y a des conséquences, il y a des risques, comme toute chirurgie. Donc voilà, pas se lancer comme ça sur un coup de tête, quoi. Ouais. Et puis j'ai aussi l'impression que si mon enjeu c'est la confiance en moi et l'estime de moi, exactement. Une fois que j'aurai une plus grosse bite, ce sujet va glisser, enfin vers quelque chose d'autre. En moi va glisser sur autre chose. Effectivement, il y a on va dire une source infinie de complexes dans le corps humain. Donc une fois que ce sera plus la bite, ce sera peut-être quelque chose d'autre. Ouais, moi ça m'est arrivé en tout cas, ouais. Ok, quelqu'un veut rebondir sur la chirurgie. Quelqu'un ici pourrait considérer un geste chirurgical esthétique sur sa bite ou pas? Tout le monde dit non, personne ne fait point avec son bol. D'ailleurs, dans la partie 2, j'ai pas redit les bols. Mais les gens avaient qu'à écouter la partie 1. Bon, c'est des bols... Comment ça s'appelle déjà, Thomas? Tibétain. Florian tente d'attraper le micro, mais Adrien ne regarde pas. Non, c'était pour le relier à une autre thématique qui est aussi parfois le complexe, moi que j'ai pu avoir par rapport aussi au manque de muscles ou au manque de... Voilà, parce que je pense qu'on juge beaucoup nos corps par rapport à une représentation idéalisée. Et oui, aussi, quand on va beaucoup à la gym, quand on va... Manque de muscles, tu voulais dire sur ton corps? Moi, j'imaginais ta bite. Non. Où sont les muscles de ma bite? Oui, pardon, tu parlais sur ton apparence physique, les muscles du corps, quoi, les bras. Ok, ouais. Bah ouais, c'est quelque chose qui pour moi était assez marqué de la même manière que en fait, moi, je pense que ma fascination pour les gros pénis, c'est un peu comme ma fascination, par exemple, pour les hommes qui ont des gros avant-bras. Moi, j'ai des tout petits poignets. Et du coup, une sorte de virilité comme ça. Alors, je me permets, mais tu n'as pas des tout petits poignets. C'est comme ça que je les vois. C'est comme ça que je les vois. Mais du coup, par contraste, moi, j'ai beaucoup de fascination pour les avant-bras, par exemple. Ok. Par exemple, les profs de PS, les gens qui sont musclés, qui sont... Parce que aussi, parce que c'est pas moi. Et du coup, pour moi, ce serait... je crois que j'ai fini par accepter mon corps, ou plus ou moins. En fait, c'est le chemin de s'accepter comme on est, quoi, qui rejoint soit le chemin plage naturiste, je me libère du regard des autres en testant, soit la chirurgie, ça c'est le choix de chacun de faire. Moi, il y a un autre truc qui m'aide pas mal, mais je sais pas si c'est un conseil, parce que je pense que c'est pas bien de faire ça, mais c'est la validation dans le regard de l'autre. Ce qui est très dangereux. Mais moi, je trouve que d'avoir de plus en plus de relations sexuelles avec des gens chouettes qui me disent qu'ils me trouvent beau, qui trouvent ma bite belle, et en fait, je le vois dans leurs yeux que c'est vrai, ça a injecté un peu dans mon cerveau, dans ma petite machine de tête, t'es pas assez, c'est pas assez gros, c'est pas assez bien. Ça a créé des petits bugs, parce que j'étais là, oui, mais quand même, il était très convaincant dans son compliment, tu vois. Donc, je te dis pas que l'intégralité de mon estime de moi dépend de la validation extérieure, mais ça m'a aidé, en fait, d'avoir des gens qui me disaient mais t'as une belle bite. J'étais là, merci. Tu vois. Alors que moi, un de mes gros blocages sur ma capacité à pénétrer quelqu'un, c'est dans mon cerveau, j'ai une pensée intrusive où je me dis ma bite doit pas être assez grosse. Et ça sort de nulle part, mais elle est pas assez grosse par rapport au film porno, de l'énorme tub qui n'arrive même pas à rentrer dans l'intégralité du cul. Et moi, je suis là, moi, je rentre en entier si je veux. Donc, et j'ai mon cerveau qui, pendant l'acte, commence à mouliner, et je suis là, ah non, ne fais pas ça. Bon. Et le moment où la personne a validé ma bite,
Enfin, bon, je vous dis la vérité, hein, mais le moment où le mec me fait « Ah, t'as une belle bite et tout », et ben mon cerveau est là, genre « Ah, j'ai une belle bite ». Et là, du coup, j'ai une joie et une facilité à pénétrer. Et je trouve que tout ça pour dire, c'est tellement psychologique cette affaire. Et ce que je trouve aussi vachement intéressant, c'est quand les gens me disent « Ah ben moi, j'ai eu un témoignant sur le podcast qui m'a dit puis les mecs sont pas... Enfin, j'ai quand même une bite pas énorme et tout. Et là, il me dit ma bite fait 18 cm. » Et je me suis dit, c'est passionnant parce que je comprends que lui, dans son cerveau, c'est un peu comme toi et tes avant-bras, Florian. C'est que moi, ça m'a frappé. Je me dis, moi, quand je vois ton avant-bras, je dirais pas les mots que tu as utilisés, genre mes petits avant-bras. Mais bon, c'est nos petites têtes, quoi, nos petits cerveaux. Un chemin d'épanouissement court. Quelqu'un avait envie... On arrive vers la fin. Donc là, si vous aviez envie de dire un truc, c'est maintenant ou jamais. Florian me pointe du doigt. Non, moi je me disais que du coup, par rapport à ce dernier exemple, je trouve que ça revalorise l'importance des compliments qu'on peut se faire. Ouais. Et notamment des compliments... Enfin, pas du compliment du genre une personne qui a une énorme bite et dire ouais, t'as une énorme bite, génial, quoi, voilà. Mais aussi d'autres, voilà. Enfin, typiquement... de quand on est ému par le corps de quelqu'un et que ça va pas forcément dans le sens des normes dominantes, quoi. Je trouve que ça vaut le coup parce que du coup ça peut avoir un effet chouette en fait. Enfin, moi je sais que je me rappelle aussi de la même manière que tu rappelais des compliments sur ta bite. Moi je me rappelle aussi des partenaires m'ont fait des compliments et je pense que pour elle ou pour eux c'était pas. Enfin c'était comme ça quoi, c'est venu. Et puis 5 ans après je me rappelle encore. Ouais. Ouais, ça, en fait, on peut s'entraider. Hein. Christophe ? Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et ça me fait penser que moi, je suis des cours de yoga. Et à la fin de chaque cours, le professeur nous demande de remercier notre corps et de remercier notre esprit pour ce qu'on vient de faire. Je pense qu'on devrait se remercier à chaque fois quand on a une expérience sexuelle, une relation, pour se dire, je l'ai vécu avec qui je suis, etc. Et ça permettra de s'accepter plus facilement, je pense. Moi, Cédric ? Pour aller dans ce sens-là, et c'est vrai que je trouve qu'on parlait du porno, et justement aussi, je trouve ça beaucoup formaté aussi, je trouve, dans la mesure où les films de cul aujourd'hui, en fait, les mecs ne parlent pas. Du tout, mais alors plus du tout. Avant, tu avais des semblants de discours très de dialogues très mauvais, maintenant il n'y a plus rien. Et c'est quoi tes sources de films pornographiques ? Les mêmes que tout le monde. Mais moi, je suis peut-être un petit peu plus vieux que vous, donc du coup, j'ai des référentiels avec des échanges, tout ça. Non, mais je sais pas, et tu as le droit de ne pas répondre, mais tu prends, par exemple, si on prend tu regardes sur Twitter, ton contenu porno, moi, je vais sur des plateformes genre Pornhub, Xhamster, des trucs comme ça, où tu vas trouver des vidéos, les mecs, tu vas de la baisse directement, en fait. Voilà. Okay. Et donc, avant, ça, tu compares avec une autre période où il y avait plus de dialogue. En fait, t'avais vraiment, t'avais la notion, on n'était pas dans la scène de baise et tu pouvais avoir des choses avec des enchaînements où il y avait des scènes qui étaient très mal jouées, tout ça. Mais tu avais la notion, en fait, d'échange verbal entre les gens, etc. Et donc, c'est vrai que les mecs, je trouve, ne s'expriment plus beaucoup pendant l'acte ou après. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait de la question de communiquer. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai remarqué avec des partenaires un peu plus jeunes, justement, qui sont un peu... on va dire, j'ai eu l'occasion d'échanger avec certains qui sont assez formatés, justement, moi, je sais pas faire, je sais pas m'exprimer avec un partenaire, etc. Je fais, on parle, là, on n'est pas obligé. Toi, tu fais comment pour exprimer ton plaisir ou je verbalise, c'est tout. Bon, après, vous l'avez remarqué que je suis bavard déjà à la base, mais même pendant l'acte, je peux m'exprimer en complimentant, en disant que le mec me fait du bien, etc. ou pas, ou que c'est pas que j'en attends de même, j'apprécie aussi l'identique, etc. Et c'est aussi comme ça qu'effectivement, tu parlais de la notion de validation. Alors, c'est pas forcément une question de validation, mais c'est une question aussi de comprendre que avec ce que tu as, tu es capable de procurer à l'autre, alors l'autre étant une personne différente peut-être à chaque fois ou étant un partenaire régulier, mais que tu procures du plaisir. Et c'est aussi un indicateur intéressant de montrer
et quand tu prends le temps un instant de réfléchir à tout ça avec un peu de recul, de te dire ben voilà, c'est indépendamment de chiffres, indépendamment de statistiques machin, je suis en capacité de donner du plaisir à mes partenaires dans tel rôle, j'en ai les preuves, des preuves qui sont tangibles parce qu'elles sont, et je pense que c'est ça qu'il faut aussi écouter à un moment donné pour aussi, on parlait de la notion de plaisir qui est hyper importante pour justement aussi être à l'aise avec la capacité qu'on a à faire jouir l'autre, en fait, et à en jouir également pour être plus épanoui aussi dans son quotidien de sa sexualité. Quoi. C'est hyper important, quoi. Moi, ça me donne une idée qui me fonctionne pour moi en tout cas, et qui est ne pas passer par la bite. C'est-à-dire, mon rapport sexuel, je l'initie, je le développe au début déconnecté du sexe. C'est-à-dire, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi et beaucoup plus en rapport avec la taille de ma bite et sa capacité à performer certaines normes si le mec dit « je viens chez toi, je te suce et je pars ». Ou du coup, l'intégralité du tissu sexuel, enfin tu vois, de notre lien, c'est ma tub et ma tub. Concrètement, et je sais pas, peut-être ma capacité à éjaculer, mais peut-être ma capacité à rester debout tout en étant sucé, parce qu'en effet, si je trébuche et que je lui tombe dessus, non, je rigole. Mais tu vois ce que je veux dire, genre tout notre fantasme et notre lien sexuel, et là je parle sur un plan par exemple, et le moment où je vais aller prendre un verre avec un mec, et même si c'est juste pour que du sexe, et on va commencer par se masser, se connecter, rigoler ensemble, je trouve que le lien humain fait que je vais voir qu'il y a de l'excitation, il y a un truc qui monte et qui n'est pas en fait lié à que ma bite. Vous voyez ce que j'essaie de dire ? Donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que moi, personnellement, dans mon expérience, le plan cul direct est un espace où la taille de ma bite a beaucoup plus de poids, puisque bon, le plan cul direct, c'est comment mon corps est. Tu vois ce que je veux dire ? Comment je suis capable de pénétrer ou d'être pénétré. Et donc, tu vois, je pense aux gens comme moi qui sont sur un chemin autour de la question de la taille de la bite. Je trouve que de passer par la petite porte, tu vois, et genre je reviens sans cesse, un épisode après épisode, au massage. Je trouve que c'est une façon de se connecter au corps de l'autre qui est moins dans est-ce que c'est le bon corps par rapport aux normes, et qui est plus dans un feeling de toucher, de genre se détendre, être avec l'autre en silence et tout. Ça, c'est mon petit truc. Si vous aimeriez qu'on fasse un petit tour d'astuces, de trucs, de tips. Non, tout le monde me regarde en mode putain, tellement pas. Non, mais on va faire des dernières bafouilles. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de dernières bafouilles ? Adrien, aucune motivation du côté d'Adrien. Moi, j'ai une très importante pour toi, Guillaume. Pour moi ? Oui. Ok. Pour ce soir, tu vas prendre beaucoup de plaisir. C'est bon Welsh. Merci. C'était cet épisode ou le précédent où on en a parlé ? Non, c'était le précédent, je mettais ma bite dans un Welsh, c'est ça ? Exactement. Qui est un plat traditionnel local. Je vais aller le manger au Georges V. C'est ça, hein ? J'ai eu mon adresse et tout. Et c'est quoi ? C'est de la choucroute ? Tous les Lillois mettent la main sur le cœur. Non, mais je fais le Parisien, là. J'ai compris. Merci. Est-ce que on finit sur le Welsh ? Pour de la bière, peut-être avec, histoire de faire glisser ça, tu en auras besoin. Une conclusion sur la taille de bite n'intéresse personne, hein, c'est ça. On termine sur le plaisir, tout simplement. Exactement. Non, franchement, merci. Merci d'avoir joué. Ouais. Ah ouais, on finit, bien sûr, par... Merci d'avoir joué le jeu avec moi. Vous êtes mon premier enregistrement live hors de Paris. T'as dit quoi, pardon ? Prends le micro. En province, tu as fait dire en province et puis tu t'es... Non. J'aurais reconnu, mais non, je dis pas en province. Non, en dehors de Paris, j'avais une pause en me disant, attends, est-ce que c'est vrai ? J'ai déjà fait des entretiens 1 à 1, à Barcelone notamment, mais jamais en groupe. C'était très bien. Bon, bah merci Thomas. Merci. Trop cool. Merci pour ton accueil. Merci à vous. Bon, bah on a tous les apéros à manger maintenant. Ça va tout le monde ? Ouais. Vous êtes contents ? C'est passé C'est passé très vite. Je sais qu'à la fin de la conclusion, j'avais plus trop de place.
Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.